Une propagande radicale qui cible les plus jeunes, en s'infiltrant là où on ne l'attend pas, dans les jeux vidéo, sur TikTok, à travers des mèmes et des edits ultra rythmés. Une enquête qui nous conduit sur Roblox, une plateforme de jeux vidéo prisée des enfants. Un journaliste qui va jusqu'à interviewer un jeune néerlandais de 17 ans, créateur de propagande clé en main. Et pendant qu'il enquête, certains adeptes de ces discours passent à l'acte. Je suis Lola Paracravioto. Cette semaine, dans l'actu C'est trucs de vieux, le podcast qui décrypte les médias pour mieux comprendre notre époque, TikTok, Telegram, Roblox et le chemin de la radicalisation. I create edit because I support their actions, I think, and also support, the ideas behind that they want to push, the reason why they did the shootings. What I believe is the truth, and I want to push out the truth, and I want other people to be inspired by it. So there is no political solution. Only solution is fine as works. On vient d'écouter la voix de ce jeune néerlandais mineur que le journaliste Valentin Petit a pu interviewer. Il dit « Il n'y a pas de solution politique. La seule solution, c'est la violence. » Il parle d'une guerre culturelle menée contre les envahisseurs comme les migrants et les juifs, ainsi que les traîtres, comme les politiciens libéraux qui encouragent l'immigration. Valentin est journaliste d'investigation pour Source, une émission d'enquête diffusée sur Arte et produite avec Kappa, basée sur l'analyse de données open source. Un jour, il tombe par hasard sur un algo. Et accrochez-vous, c'est qu'il découvre ses dits lourds, parfois très difficiles à suivre, tant les responsables tissent une véritable toile pour se fondre dans les réseaux sociaux et échapper à la modération. Je rappelle, on parle ici de jeux créés par des jeunes et mis en libre accès sur Roblox, une plateforme de jeux en ligne. Mon algorithme me l'a conseillé sur TikTok, d'extraits de jeux vidéo qui reproduisaient au détail près des tueries racistes, homophobes, d'extrême droite ou djihadistes, avec des musiques très pop, électro, etc., avec des rythmes très TikTok, comme on peut l'imaginer. Avec ça étaient beaucoup de mèmes, donc ces images humoristiques, qui dépeignaient des terroristes d'extrême droite, des terroristes djihadistes, qui les glorifiaient, et aussi des edits, donc ces petits clips musicaux ou avec des super musiques, avec des super cuts. Ça m'a emmené vers tout un réseau de chaînes Telegram, parce qu'ils se renvoyaient dans leur bio vers des chaînes Telegram. Et là, sur ces chaînes Telegram, c'était l'horreur, en fait, parce que c'était encore plus violent, encore plus extrême, encore plus direct que sur TikTok. C'était des personnes qui discutaient de tueries, de eux-mêmes passés à l'acte, qui se partageaient des manuels pour faire des bombes, des vidéos très violentes pour se désensibiliser, de viols, de maltraitance sur animaux, d'exécution, avec toute une idéologie derrière qui était à la fois accélérationniste, donc guerre des races, néo-nazi, très nihiliste à des moments, et aussi écofasciste. Tout un gloubi-boulga idéologique, d'extrême droite plutôt, qui emmenait en fait dans des chaînes où il se partageait ses edits, ses mèmes, des messages, de la propagande, et aussi les liens vers une autre plateforme qui est Roblox, une plateforme de jeu très suivie par les jeunes. Et sur cette plateforme, ils se partageaient des serveurs qu'ils avaient créés où on pouvait reproduire des massacres qui avaient eu lieu. Donc parmi ces massacres, il y avait Christchurch, la tuerie qui a fait 51 morts en 2019 dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande. Il y avait aussi la tuerie du Pulse par un djihadiste à Orlando. Alors, il y en a qui reproduisaient plus des school shootings, donc des fusillades dans des écoles, et d'autres beaucoup plus idéologisés, et là, qui étaient vraiment orientés sur djihadisme, néo-nazi, etc. Justement, ce que tu as remarqué avec ton équipe, c'est que les extrémismes violents, qu'il s'agisse de djihadisme ou d'extrême droite, utilisent les mêmes codes, les mêmes stratégies et souvent les mêmes obsessions. Misogynie brutale,
théorie du complot, antisémitisme crasse, homophobie. Pour l'instant, on va se centrer sur le mécanisme, comment ça fonctionne, cette toile de réseau, de comptes et de chaînes. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir comment tu t'es rendu compte que ces jeux vidéo étaient en fait des reproductions des tueries. Parce que là, franchement, si ça avait été moi, j'aurais zappé direct. Je me suis rendu compte que c'était pas seulement 2 jeux vidéo classiques. Il y avait des bandes son à des moments qui étaient très violentes. On entendait des cris parce qu'ils s'amusaient à coller la bande son des vraies images, des la vraie tuerie, sous la vidéo qu'ils avaient eux-mêmes tournée dans le jeu vidéo. Parce que les tueurs, se filment avec des caméras à la première personne, à la manière d'un FPS, donc d'un jeu à la première personne. Ce qui est «intéressant» entre guillemets, c'est qu'ils vont s'amuser à faire au détail près la même chose en jeu vidéo que ce qu'il y a dans la vidéo. Donc ils vont tirer sur les personnes dans le même ordre, ils vont recharger au même moment, ils vont faire les mêmes déplacements et ils vont épargner les mêmes personnes que le tueur a épargné dans la vraie vie. Et quand on traîne beaucoup sur internet, on se dit: «Il y a quelque chose d'étrange à ce que cette bande son soit d'une extrême violence». Et on se dit aussi, dans un deuxième temps: «C'est bizarre, ces images me rappellent quelque chose. Cette mosquée, ce minaret, cette affiche» ou dans le cas de la tuerie de Buffalo, le Tops, ce supermarché, on l'a déjà vu. Ils utilisent tout cet imaginaire collectif pour le reproduire dans des jeux vidéo. Comment tu as tiré le fil et surtout, comment t'es arrivé jusqu'à ces jeunes? Tu m'as expliqué que certaines chaînes, leur URL en fait, était carrément en bio sur des comptes TikTok. Pour d'autres, il fallait passer par le compte Telegram de la personne. Et puis, il y en a qui sont encore plus planqués pour éviter la modération. Encore une fois, c'est une logique de toile. Certains sont créateurs de chaînes, d'autres juste membres, mais ils se connaissent tous. Et dans ce réseau, il y a même des micro-célébrités. C'était avec mon compte, perso que je suis tombé sur la première vidéo. Après, ce qui est plus simple, c'est qu'on va créer des faux comptes, comme on l'a fait dans beaucoup d'enquêtes. Donc un compte vide, sans, espèce de contenu, mais qui va nous permettre de tomber aussi sur ce type de vidéo. Donc on va retourner sur le compte sur lequel on était tombé, on va essayer de creuser pour voir dans les likes, pour voir dans les commentaires et cetera, s'il n'y a pas d'autres comptes qui font la même chose. Ce qui est pratique aussi avec TikTok, c'est qu'il y a le système de republication. Donc le système de republication, il nous permet de voir quels sont les comptes liés au premier compte qui a publié ce contenu et de voir si sensiblement il publie pas le même type de choses. Donc des reproductions en jeux vidéo, des mèmes, parfois très racistes ou des edits, qui mettent en valeur des terroristes. À partir de tout ça, on a tout classé dans un tableau Excel gigantesque et on a essayé d'en faire du sens pour voir lesquels nous ramenaient vers des chaînes Telegram, lesquels étaient liés entre eux. Donc toute une analyse de réseaux sociaux et à partir de cette analyse de réseaux sociaux, pour voir qui connaissait qui. Quand on en a eu environ, je crois 300 comptes, on les a classés en fonction de ceux qui étaient plus orientés politique, de ceux qui étaient plus orientés jeux vidéo, de ceux qui étaient plus orientés mèmes. Tout est connecté et tous ces comptes-là ont à peu près le même type de contenu. Mais c'était important de faire une typologie de ces types de contenus-là. Ne serait-ce que pour montrer, les choses, montrer les commentaires. Quel compte a les pires commentaires aussi? Ils font peur. Enfin, je veux dire, sous des vidéos, d'hommage à des terroristes d'extrême droite, on trouve des commentaires. Bien évidemment, ça peut être de la bravade, bien évidemment, ça peut être du troll, mais on voit après dans les reportages que ça en est pas, puisque des gens passent à l'acte. Donc avec des commentaires du type il faut plus de gens comme lui dans ce monde. Donc à partir de ces faux comptes-là, on a ensuite un faux compte sur Telegram où on ne fait pas apparaître le numéro de téléphone, on ne fait pas apparaître de pseudo. Comme ça, avec les bots Telegram, on peut pas nous retrouver non plus, et avec une carte prépayée. Et à partir de là, on peut cliquer sans avoir peur, sur, les différents liens. Valentin, pourquoi sans avoir peur? On a l'impression que Telegram, c'est privé, mais ça l'est, enfin, que c'est très crypté et cetera, mais ça l'est pas spécialement. Il y a plein de bots, plein de leaks de données, plein de fuites de données qui permettent de retrouver les gens. Donc pour nous, c'était important d'être anonymisé au maximum, donc d'utiliser une carte prépayée qui n'est pas liée à notre identité. Ensuite, supprimer notre pseudo, donc notre arrobase, pour pas qu'on puisse faire de recherche à partir de notre arrobase, qu'on ne puisse pas nous retrouver dans la liste de Telegram. Ensuite, fait pas apparaître notre numéro de téléphone, comme ça, si le numéro de téléphone a été utilisé ailleurs par d'autres, par nos enquêteurs ou par nous-mêmes, on peut pas être retrouvé.
et peur parce que, c'est des gens qui sont d'une extrême violence. Tout le but de notre enquête sur Telegram, c'était aussi de se dire: «Mais est-ce que c'est pas, des ados en pleine crise existentielle?» entre guillemets, bien évidemment, puisque c'est d'une violence folle, en pleine crise existentielle qui jouent à se faire peur. Ah non, pas du tout. C'est plein de connexions à travers le monde avec des attentats qui ont eu lieu et avec des tentatives de passage à l'acte. Enfin, je veux dire, on en est à s'envoyer des manuels pour, faire des bombes et quand ce jeune, Solomon Anderson est passé à l'acte au lycée d'Antioche, aux États-Unis, il était sur tout ce réseau de chaînes Telegram. Il était sur tous ces TikTok. Vous avez réussi à échanger avec, quelques jeunes de ces sphères. Ils ont accepté de vous parler parce qu'ils ont vu que vous maîtrisiez leur code, leur langage, leurs mèmes, leurs, références ultra ironiques et aussi parce qu'ils espéraient pouvoir se servir de vous comme d'un porte-voix. Tu me disais, qu'ils ont souvent moins de 20 ans, issus des milieux très différents. Certains sont scolarisés, d'autres suivent des cours à distance, d'autres plus du tout. Mais ce qui ressort, ce sont leurs motivations. Et là, il y a un cas marquant. Ce jeune néerlandais de 17 ans qui crée lui-même de contenu propagandiste. À un moment, il t'avoue qu'un de ses suiveurs, Solomon Anderson, un jeune afro-américain de 17 ans, vient de passer à l'acte. C'est des motivations, politiques, ils le disent tous. Ils sont beaucoup inspirés par, une idéologie accélérationniste, donc une idéologie, qui tend vers, l'effondrement des sociétés occidentales pour, aller plus vite vers une guerre, raciale, pour que ensuite, toutes les «races» entre guillemets vivent, chacune dans leur coin. Donc c'est, une idéologie qui croit à, l'inégalité des races et à une guerre raciale qui aura lieu le plus vite possible. Avec un gros, tropisme sur, l'immigration, dans les pays européens et aux États-Unis, dans les chaînes qui étaient plus aux États-Unis sur, l'immigration et aussi, politiques libéraux. Tous ces jeunes, en plus, écrivent des manifestes et donc dans les manifestes, ce qui a été montré par plusieurs chercheurs, on retrouve cette espèce de mélange idéologique de culture internet, de culture de forum, très 4chan et cetera, de jeux vidéo. On le voit d'ailleurs dans un des manifestes qu'on montre dans le reportage avec ces histoires de niveau, de succès et cetera qu'on peut retrouver dans des jeux vidéo et d'ailleurs, le jeune de 17 ans qui produit ces jeux vidéo et ses edits le dit lui-même: «C'est grâce à mes edits qu'il est passé à l'acte». Il dit: «Tout ce que je fais, jeux vidéo, edit, même, c'est une forme de propagande pour que les gens reproduisent ce que les auteurs de ces fusillades ont fait». Il a exprimé des regrets, le jeune néerlandais, pour le suicide de Solomon Anderson. Alors, il montre des regrets pour le suicide, mais il montre des regrets qui sont quand même des larmes de crocodile puisqu'il dit, «J'aurais pas fait ça. Si j'avais été lui, je serais retourné en Afrique». Mais pour lui, la l'organisation du monde est raciale et donc pour lui, les personnes noires, devraient retourner en Afrique. Il a une haine envers, les juifs, les politiciens libéraux et les groupes d'immigrés et en gros, c'est chacun chez soi. Parce que c'est des gens qui ont très bien digéré la théorie du grand remplacement, notamment en Europe. Je l'ai moins vu dans les groupes à majorité américaine, cette théorie du grand remplacement, mais beaucoup plus dans les groupes européens. Revenons sur le passage à l'acte de Solomon Anderson. Je rappelle qu'il était afro-américain. Et pourtant, il cultivait un racisme d'une violence inouïe, comme tu m'as bien dit. Ça m'a fait penser tout de suite à Dan Burroughs, un juif antisémite qui s'est donné la mort le jour où The New York Times a révélé qu'il était juif lui-même. Ça a eu lieu en 1965. Il était membre du parti nazi américain, puis des Ku Klux Klan, quoi. Solomon, lui, est passé à l'acte alors que tu étais encore dans ces chaînes Telegram, en plein milieu de ton enquête. Tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, qui a été montré, c'est aussi dans cette nouvelle génération de tueurs et de propagandistes, cette espèce de dissonance cognitive qu'il y a. Solomon Anderson était, noir, mais nourrissait une haine profonde envers la communauté noire. Moi, j'ai pu lire son manifeste et j'ai pu lire son journal intime parce qu'il a produit 2 écrits et il transparaît un antisémitisme crasse et un racisme, crasse aussi, avec une détestation de soi et de la communauté afro-américaine.
Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres cas de tueurs qui ont la même chose. Un des participants au Terrorgramme, tout un réseau de chaînes Telegram terroristes d'extrême droite, qui a été arrêté par la police américaine. Il a une vie complètement normale en dehors de l'administration de ces différentes chaînes Telegram. Cet homme-là qui gérait plein de chaînes horribles, homophobes, antisémites, racistes, qui appelaient au passage à l'action, qui produisaient de la propagande, mais d'une extrême violence avec des appels au meurtre, etc. Et donc des gens sont passés à l'acte de ces chaînes-là. Cet homme, administrateur, avait une vie sociale très riche, et notamment dans la communauté gay. Donc une sorte de dissociation d'identité entre sa vie virtuelle et sa vie réelle. Ils sont tous interconnectés. Toutes ces chaînes Telegram sont interconnectées. Les membres de certaines chaînes se retrouvent sur d'autres chaînes. Les membres échangent le contenu d'une chaîne sur une autre chaîne. Donc ça crée une galaxie, toute une nébuleuse propagandaire gigantesque. Ils s'envoient environ 30 à 300 messages par jour, uniquement pour discuter de leur volonté de tuer. Et même là, récemment, j'étais encore sur 3 chaînes qui n'ont pas encore sauté, mais qui vont donc être modérées. Au même moment, sur ces 3 chaînes-là, était transféré le même edit en hommage à Brenton Tarrant, le tueur de Christchurch. Donc ils se connaissent. Ce contenu devient viral de fait. Et au final, combien de jeunes sont exposés à ces discours? Je peux pas dire. On a vu certaines vidéos sur TikTok avec beaucoup de vues, des centaines de milliers de vues, mais d'autres avec seulement 1000 vues, etc. Enfin, c'est l'algorithme de TikTok sur le nombre de vues et sur ce qu'il pousse, c'est très mystérieux. Très compliqué pour moi de faire un ratio ou une moyenne. Je saurais pas dire de bêtises. Valentin, et maintenant qu'on sait qui ils sont, qu'on connaît leur visage, entre guillemets, dis-moi, comment ils font pour contourner la modération des plateformes? Comment une plateforme comme Roblox peut héberger ça? C'est très rapide de publier ces contenus et avec la logique de toile et la viralité propre à TikTok en particulier, ça se répand comme une traînée de poudre. Ça, on le sait. Mais quand même, C'est très dur pour la plateforme de modérer, mais c'est aussi une question de moyens. Bien évidemment, ces gens-là vont tout faire pour échapper à la modération. Alors par exemple, sur les têtes des tueurs, ils vont mettre des rubans noirs sur les yeux pour éviter que le robot détecte le visage. Il y a certains mots qui étaient exclus. Par exemple, on peut pas trouver le tueur de Christchurch en mettant le nom du tueur de Christchurch. Donc on peut pas écrire Brenton Tarrant comme ça et trouver du contenu sur Brenton Tarrant. Ou c'est très rare, puisque la modération là, avait été faite. Mais par contre, l'algorithme va nous pousser ce type de contenu au bout d'un moment, si on est dans cette espèce de bulle de filtre. Sur Telegram, c'est une autre dynamique, parce que Telegram, pendant longtemps, a valorisé l'aspect privé des échanges, l'aspect privé des chaînes, la confidentialité. Eux nous répondaient TikTok qu'ils avaient supprimé et qu'ils supprimeront. On a aussi donné aux autorités, donc à Pharos, la plateforme qui permet de dénoncer ce type d'agissement sur les réseaux sociaux. Et Telegram, eux, qui valorisent la confidentialité, nous ont quand même répondu quand on leur a posé la question. On va faire le nécessaire pour les supprimer. Et en plus, c'est depuis les affaires avec Pavel Durov, donc le PDG de Telegram, il coopère beaucoup plus avec les autorités, notamment françaises et occidentales, pour donner des informations. Et puis Roblox, qui est une plateforme destinée quand même aux très jeunes, ils ont supprimé quand on leur a donné les différents serveurs, les différents profils, etc. Mais ils répondent qu'ils font le maximum. Là où c'est plus inquiétant et là où on peut mettre en cause Roblox, c'est que ces jeux-là sont jouables sur la plateforme de Roblox. tu m'avais dit avoir parlé à un jeune qui vit à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Il n'a jamais voulu te dire d'où il venait, vraiment, il est resté flou. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il t'a expliqué comment Roblox modérait ou pas ses contenus. La modération que mettait en place Roblox, c'était d'abord vis-à-vis des mots-clés. Donc il me disait, je peux pas arriver en appelant mon jeu directement Columbine, comme la tuerie de Columbine. Parce que lui, il faisait des reproductions de fusillades dans des écoles. Il a tout un studio, entre guillemets, c'est très artisanal, mais il crée ses propres jaquettes, il code, il est sur Roblox Studio, il code lui-même les maps, donc les cartes sur lesquelles on peut jouer, il code les règles, et il avait moins de 18 ans.
Et il me disait, la modération de Roblox, elle consiste donc à modérer les mots-clés, à modérer aussi des patterns répétitifs dans les maps. Donc, j'imagine, je ne suis pas modérateur pour Roblox, mais quand il repère une carte, qui a les mêmes, aspects, les mêmes, éléments que d'autres cartes précédemment qui ont été modérées, ça attire l'attention de la modération. Puis il y a aussi tout un système de reporting, on peut, signaler, les jeux. Et ce que faisait, pour échapper à la modération, ce que font ces jeunes-là, c'est que ces créateurs ont été en fait, interdits, à partir de leur adresse IP, de publier directement sur Roblox des cartes. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se créer des comptes jetables ou demander à d'autres gens de créer des comptes jetables sur Roblox, de publier leur jeu, par exemple, la tuerie de Christchurch, et ensuite, c'est, plutôt que de faire de grandes annonces en disant: «Voilà, j'ai créé un nouveau jeu» et cetera, ils vont demander à d'autres comptes de mettre, en favori ce jeu-là. Et donc comme ça, j'avais repéré un compte qu'on peut voir dans le reportage qui a 1400 followers et qui, dans ses favoris, a des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeux problématiques. Parce que, il sert de hotspot, un peu de hub pour toute cette communauté, qui veut jouer à ces jeux-là. Sur TikTok ou sur Telegram, il disait: «Bah, voilà, j'ai sorti un nouveau jeu, allez voir dans les favoris de tel compte». Vous terminez votre enquête en rappelant qu'en France, plus des 2 tiers des individus impliqués dans des projets d'attentat depuis 2023 ont moins de 21 ans. Est-ce qu'il a vraiment plus d'attentats ou est-ce que ce sont surtout les auteurs qui sont de plus en plus jeunes? Le chiffre est intéressant. Alors effectivement, il y a plus de projets d'attentats qui sont déjoués. Après, les gens sont plus jeunes, effectivement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, dans ces, 2 tiers, c'est beaucoup, mouvance djihadiste, donc moins, néo-nazis, mais que, on a, ces 2 idéologies qui prédominent. Aussi Europol qui, dans son dernier rapport, alerte sur, d'une part, le rajeunissement du passage à l'acte et aussi sur le fait qu'il y a de plus en plus d'idéologies pas très claires avec des utilisations d'espaces liés aux jeux vidéo, parce qu'on échange sur des forums, sur Discord, sur Telegram, etc. Depuis l'interview que j'ai faite avec Valentin quelques jours avant la sortie de son enquête, de la manette à la gâchette, quand la radicalisation infiltre le jeu vidéo, il s'est passé pas mal de choses. Mis en ligne le mercredi 28 mai, la modération de YouTube l'a supprimé à peine 2 jours plus tard de la chaîne d'Arte. Motif? La présence dans le film d'images réelles des tueries, mises en parallèle avec des reconstitutions. Pas de bol, c'est le cœur même de son sujet. Valentin a tenté de négocier avec YouTube pour republier l'enquête, sans succès. Désormais, elle n'est dispo que sur le site d'Arte. Alors, je lui ai demandé de m'envoyer un message vocal pour raconter cette histoire rocambolesque. Selon les règles communautaires de YouTube, on ne peut pas publier des images prises par des tueurs montrant des armes ou de potentielles victimes. Alors même nous qui avons flouté les victimes, et même nous qui sommes journalistes, on ne peut pas le faire. YouTube ne tolère pas que ce soit même pour des buts journalistiques ou documentaires, ce qui est un peu frustrant. Donc on a essayé de faire des recours, etc. On verra ce que ça donne. Voilà. L'autre aspect, c'est que, ces images-là, nous, on a pu les trouver sur TikTok qui, eux, donc en tant que plateforme, n'ont pas une très forte modération, n'ont pas des robots qui repèrent très facilement, ce type d'images. On a pu le voir, j'en ai publié, dans le documentaire, des images que j'avais trouvées sur TikTok. Le fait est que, pour passer entre les mailles du filet de la modération, les utilisateurs qui publient ce genre d'images vont altérer ces images. Alors, il y a des altérations très connues, comme rajouter des stickers sur l'image ou altérer à l'aide de filtres en désaturant l'image ou en la mettant en noir et blanc, en inversant, etc. Alors, on pourrait se dire, c'est beaucoup plus facile d'en publier sur TikTok, donc il y a un laisser-faire du côté de TikTok. Du côté de YouTube, il y a une grande sévérité. Alors, effectivement, on pourrait trouver un entre-deux, entre ces 2 types de modération qui serait de faire du cas par cas et de voir qui a publié ces choses-là et dans quel but. Parce que c'est un peu de notre travail aussi de montrer ces aspects-là du monde et ces aspects-là du réel en tant que journaliste. Valentin Petit, journaliste d'investigation pour Source, émission d'enquête diffusée sur Arte et produite en collaboration avec Kappa. Merci beaucoup.
C'était l'actu, ces trucs de vieux, le podcast. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi le liker, le commenter, ça m'encourage à continuer. Et surtout, si tu es du genre à aimer lire, inscris-toi à la newsletter. Je suis Lola Parra Gravioto. Hasta pronto pour une nouvelle dose d'actu.